fait rejoindre Jean-Pierre Thorne à Flins, donc je ne pouvais pas être aux deux en même temps. Donc quand a eu lieu le 11 juin 68, on n'avait pas d'image, on avait quelques photos qu'on voit au début, et on a su qu'un chauffeur de taxi avait une caméra Super 8 et qu'il avait pu filmer ça. Et nos jeunes copains, c'est comme ça qu'on les a connus, les jeunes du groupe Medvedkin de Sochaux, ont dit ces images, elles appartiennent à la classe ouvrière. Donc on va aller les chercher. Ils ont été voir le chauffeur de taxi, ils lui ont dit écoute, tu nous passes ton film Super 8 et puis on te le ramène. Et donc on a projeté le film Super 8 sur un écran et j'avais posé ma caméra sur pied, la caméra à 16, et j'ai filmé l'image, ce qui fait d'ailleurs ce changement de mouvement de lumière qui passe au bleu, qui revient. C'est parce que c'est une copie comme on n'en fait pas normalement, c'est-à-dire j'ai filmé l'écran de la projection Super 8. Et on lui a rendu son film et depuis il sait que son film passe tout le temps, pas tout le temps. Chaque fois qu'il y a des images de mai 68, ces images sont vues et donc je ne le connais même pas. Les jeunes ouvriers, tu restes en contact avec eux Avec le chauffeur de taxi? Non, les autres, les jeunes ouvriers qui témoignent là. Non. Alors là, je vais te demander à Youssef, mais tu restes un peu aussi là, à Youssef de venir, parce qu'on va présenter le second film. Attends, je peux dire quelques mots, je suis désolé, par rapport au film, c'est intéressant parce qu'on voit aussi des travailleurs qui expliquent un peu, les jeunes, il fallait qu'ils soient encadrés et tout ça. Et je me rappelle, c'était des débats qu'on avait à Claire Moulin aussi, un peu du sèche, sur la violence et tout ça. Et c'est pas parce que je fais de la propagande, c'est un film de propagande, j'en suis fier de participer à ce genre de film, et puis je fais de la propagande. Mais il faut se rappeler que 6 ans avant, aujourd'hui c'est le 8 février, et c'était le 8 février 1962, 6 ans avant, Charonne, et quelques mois avant, le 17 octobre. C'est pour ça qu'on expliquait aussi à ces travailleurs qui, à un moment donné, disaient oui, mais s'ils ne sont pas encadrés. Mais aussi les jeunes, la répression, elle vient aussi en face. C'est ça que je voulais dire. Voilà. D'accord. Tu restes là. Là, on va passer donc à Medvedkin, qui est servi aussi un peu pour Chris Marker d'une certaine utopie cinématographique et politique. C'est-à-dire que 68 a redécouvert le cinéma des années 20, du grand cinéma soviétique des années 20, et qui permettrait justement d'un cinéma révolutionnairement pur avant les années staliniennes. Mais j'ai l'impression que c'est un mouvement de redécouverte de ce cinéma-là, et qu'ensuite c'était un moment de cinéphilie ici. Dans les usines occupées, on projetait des films, on parlait cinéma, comme tu disais tout à l'heure. Et donc Chris Marker a découvert le bonheur en Belgique, je crois qu'il avait vu ça, il avait été vraiment marqué par ce film-là. Il a découvert aussi l'aventure des ciné-trains, donc ces trains itinérants qui tournaient pendant la Révolution soviétique. D'ailleurs, Medvedkin n'était pas le premier ni le seul à faire l'aventure des ciné-trains. Et donc Chris Marker a découvert ça avec fascination. Il a réussi à faire venir Medvedkin à Paris. Est-ce que toi tu peux parler à la fois de Medvedkin dans le groupe Medvedkin ou ton rapport à Medvedkin que tu as croisé? Medvedkin, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. En fait, je me souviens, c'était en 77. C'est pas au moment où ils ont fait le film, j'y ai pas participé, le film Le Train en Marche. Et Medvedkin, Chris voulait lui montrer le dernier film qu'on avait fait, que j'ai réalisé d'ailleurs, puisqu'à l'époque je me suis retrouvé un peu seul, qui s'appelle Avec le sang des autres, et donc à Unicité, qui était la boîte du Parti communiste à l'époque. C'est assez curieux que Chris d'ailleurs soit venu là pour cette projection. Et il a amené Medvedkin, qui est venu voir le film. Et ensuite, Medvedkin, je l'ai invité à manger chez moi et il m'a dit il faudrait couper, ce film est trop long. Et du coup, j'ai coupé, effectivement, mais j'avais un peu ça en tête avant. Et tu regrettes pas? Non, au contraire. Et donc, par contre, Youssef, toi, tu as été convoqué par Chris Marker. Comment c'est passé donc, parce que Medvedkin vient à Paris, c'est Chris Marker qui organise sa venue, et il veut faire un film sur sa venue à Paris, et rappeler aussi l'aventure des cinémas. Donc, il va faire un long entretien qu'on va voir, là, sur la guerre de Paris. C'est ça, c'est là que tu interviens, toi? Alors, moi j'interviens, je connaissais Chris aussi, mais l'anecdote de la première année, coup de téléphone de Chris, parce que je l'avais rencontré aussi avant, quand même, je connaissais. Youssef, j'ai besoin de toi, et le Chili aussi a besoin de toi. Donc c'est un tel endroit et tout, voilà. Donc on y va. Là, c'est un peu la même chose. Il cherchait de faire une
une photo avec des trains, hein, puisque... Et puis il avait, je ne sais pas comment il avait connu, la gare de Loisy-Sept. C'est une grande gare de triage avec une rotonde. Et puis il m'avait demandé, il m'avait dit ça serait bien, il y a Paul Sal aussi qui était là ce jour-là. Paul, je crois que même, je ne sais même plus si Paul n'a pas pris aussi le téléphone en disant tu te démerdes et tout, voilà. Bon, enfin, donc, moi je dis la rotonde, bon, j'étais à l'époque au Parti communiste, mais pas très bien vu aussi, parce que j'étais aussi dans le domaine des Vietkin, hein, aussi, il faut savoir. Donc j'ai contacté un copain qui s'appelait Jackie Sarabérou, c'était un enseignant, hein, avec qui j'avais créé un ciné-club, avec qui on avait défendu... On avait sorti les films de Chris Marker aussi, il était venu hein, pour la bataille des 10 millions. Il était venu présenter. Il était même venu pour plusieurs films, voilà. Et il se déplaçait rarement hein, quand même. Hein. Et puis le copain a contacté des gars de la CGT, cheminots, et les portes se sont ouvertes. Alors c'est vraiment quelque chose qu'on a fait très rock, enfin quelque part. Jackie a fait très rock'n'roll, hein, on disait à l'époque. On fait ça rock'n'roll. Voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on n'était pas très bien vu au niveau du PC. Hein. Donc je ne sais pas si le film que vous allez voir rock'n'roll, il est très pro-révolution soviétique. Catherine, tu veux rajouter quelque chose sur le film? Oui, dire quelque chose. Oui, par rapport à... Non. Non, je voulais juste dire tout à l'heure quand je parlais du cinétrain que Divya Vertov avait fait aussi des expériences de cinétrain. Donc effectivement, Medvedev n'était pas du tout seul, mais on a tendance à l'oublier du fait de l'audience qui lui a été donnée. Non, mais Medvedev, c'est une rencontre assez marquante en plus dans toute la pratique politique du cinéma de Chris Marker, parce qu'il le découvre au milieu des années 60 à la Cinémathèque royale de Belgique. Il entend parler du cinétrain, il fantasme beaucoup dessus, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque où il tourne le film, personne, en France, et à part dans la Russie soviétique des années 30, n'avait vu de film du cinétrain. Il y en a quelques-uns qui ont été retrouvés après, qu'on a dans le DVD du tombeau d'Alexandre, mais à cette époque-là, voilà, c'est une histoire qu'on racontait, mais voilà, qui était complètement dépourvue d'images, et avec le train en marche, il redonne une audience et une image à Medvedkin qui était complètement oubliée à l'époque. Et là, c'est une vraie utopie markérienne. Moi, j'ajoute, moi, j'avais pas beaucoup de discussions. Chris ne parlait pas tellement, mais je sais qu'il avait des problèmes, pas de dissidence bien sûr, mais avec Medvedkin sur les problèmes avec la frontière chinoise. Je sais qu'on avait évoqué un peu ça. Enfin, donc c'est comme ça. Hein. Là, il en parle dans le truc. Vous vous rappelez plus. D'accord, voilà. Donc il avait aussi parce que Medvedkin à l'époque, c'est un cinéaste soviétique. Hein, bon, mais il y avait effectivement des problèmes. D'ailleurs, qui traversait le Parti communiste. Hein. Ça fait l'objet de congrès où la politique chinoise avait été avec sur des choses idéologiques, mais si sur des choses aussi qui frisaient un peu le racisme. Alors moi, c'est comme ça que j'ai ressenti. On voit le film? Bien sûr. Donc le train en marche. Et puis le bonheur était tourné avec du sable. Et merci à Laurent, le projectionniste. Il va y avoir des problèmes de son. Qui avait dit de tous les arts, le plus important, c'est le cinéma. Sans oublier de vous dire comment. Le cinéma a tout vu. La guerre civile, encore toute proche. Mikhail Kaufman a tout vu. Dziga Vertov a tout vu. Eisenstein a tout vu. Et dans la foule, le cavalier rouge Alexandre Medvedkin a tout vu. Première armée de cavalerie,
Le cavalier Miedzierzyn y inventait des pièces pour chevaux. Les cavaliers jouaient tous les rôles. La satire, la critique étaient leurs armes. Ils fonçaient sur la bêtise comme sur l'ennemi. Miedzierzyn dira plus tard: c'est là que j'ai appris l'essentiel. Il regarde. Les yeux d'octobre s'ouvrent. Les mains prennent la relève des yeux. Lénine a dit: il faut savoir rêver. Elle, Lissitsky, invente des maisons nuages pour un Moscou futur. Partout se rassemblent les ingénieurs du rêve, comme à Vitebsk, Marc Chagall. Sortir l'art des musées, l'offrir à la rue. Agitation, propagande, culture, littérature, de caméra. L'image était muette. Le son aveugle. Le film se faisait dans les têtes. Ce qui n'était peut-être pas plus mal. Par le train, la voie de Lénine parcourt l'Union soviétique jusqu'aux républiques d'Asie, où les jeunes communistes alphabétisent des femmes harnachées. Toujours le regard. Alors, comme aujourd'hui, qui ont parcouru l'Union soviétique aux années 20 avec leur charte de messages révolutionnaires, quelquefois sous forme de film. Mais là, le cinéma était quelque chose venu d'en haut. On apportait au peuple le cinéma des cinéastes, comme on lui apporte l'art des artistes ou la science des savants. Ici, le cinéma allait se créer au contact du peuple et le provoquer à intervenir. Près de 40 ans plus tard, dans un wagon du dépôt de Noisy-le-Sec, un visiteur étranger nous raconte l'histoire du train.
c'est Alexandre Ivanovitch Medvedkin, le cavalier rouge qui faisait parler les chevaux. Ce train ne ressemble guère à mon ciné-train. De Meyerhold. Au centre de toute expérience, cette idée souvent répétée par Medvedkin. Se voir soi-même sur une photo, sur un écran, voir ses amis, sa rue, est toujours un événement émouvant. Cet événement peut être le levier d'une action commune. Nous n'avons pas seulement montré nos amis, nous avons glorifié leurs accomplissements et leur courage, mais également, les yeux dans les yeux, nous avons critiqué leurs erreurs et leurs fautes. Et comme c'était des soviétiques, ils ont reçu cette critique avec un cœur pur. Il y a de cela 40 ans. L'histoire et la guerre sont passées par là. Et à part quelques photos, il ne reste plus une seule image du ciné-train. Peut-être un jour découvrira-t-on quelques signes de cette aventure exemplaire du cinéma soviétique. Mais s'il ne reste qu'un film du train, il reste un film que le train a rendu possible. Un film de Medvedkin qui s'appelle Le Bonheur. Eisenstein le comparait à Chaplin, un Chaplin bolchevique. Ainsi le train, tout en répondant jour après jour à des questions immédiates, amassait également quelque part un matériau imaginaire. L'imagination n'était plus l'ennemi de la réalité, ni l'art de la vie. Le travail du ciné-train nous a liés, nous a aidé à comprendre son âme. Nous avons vu comment vivait le paysan, quelles étaient ses joies, ses peines, какие у него горести и радости, что он хочет. И вот там, в этом случае, я должен сказать, я обнаружил очень интересный тип крестьянина, который вошел в колхоз, но он не почувствовал в нем настоящей силы, он не увидел в этом свое счастье. Такому крестьянину жилось плохо. Ему не очень, над ним смеялись, и он чувствовал себя необычайно плохо. Вот это и послужило основанием для того, чтобы я потом сделал большой фильм «Счастье». Каждый человек ищет счастье. Один его видит расой, а русский мужик, который жил очень плохо, очень бедно, он мечтал по-своему. Антон Павлович Чехов однажды записал в записной книжке, о чем мечтает русский мужик. Он говорил, если бы я был царем, я украл бы 100 рублей и убежал. Русская пословица говорит, мужик так думает. Если бы я был царем, я ел бы сало с салом и на соломе спал. Вот такое представление о счастье, о том, чтобы иметь кусок хлеба, быть сытым, и о том, чтобы иметь свою лошадь, свой амбар, иметь свое богатство, иметь свой мешок хлеба. Вот такое представление о счастье, маленькое, ограниченное, подсказанное очень студентной школе старого крестьянина, оно и послужило основой для моей комедии «Счастье». Я там постарался понять трагедию такого человека, его попытки как-то найти для себя идеал в жизни. Он не мог, конечно, его видеть очень пространно и очень лучезарно, он был очень ограничен. И поэтому он по-своему его мечтал об этом и по-своему добивался вот такого счастья.
И вот я старался в этой картине рассказать историю, грустную, трагическую комедию, трагический сюжет о таком мужике, Хмыре, у которого все не удавалось. Ему больше было плохо, как было плохо его деду, плохо было его в этом коллективе, где о нем заботится государство, заботятся его соседи, заботятся его друзья. И поэтому, значит, вот так получилось, что, значит, это послужило темой для нашей картины. Кинопоезд обогатил меня на всю жизнь идеями, темами, заставил меня полюбить народные темы, жизнь народа, его мечты, его устремления, его радости и его горести. La vie de Medvedkin, il n'a pas fini d'agir sur d'autres. Des années 20, et qui permettrait justement d'un cinéma révolutionnairement pur avant les années 70. Mais j'ai l'impression que c'est un mouvement de redécouverte de ce cinéma-là, et qu'ensuite c'était un moment de cinéphilie ici. Dans les usines occupées, on projetait des films, on parlait cinéma, comme tu disais tout à l'heure. Et donc Chris Marker a découvert le bonheur en Belgique, je crois qu'il avait vu ça, il avait été vraiment marqué par ce film-là. Il a découvert aussi l'aventure des ciné-trains, donc ces trains itinérants, qui tournaient pendant la révolution soviétique. D'ailleurs, Medvedkin n'était pas le premier ni le seul à faire l'aventure des ciné-trains. Et donc, Chris Marker a découvert ça avec fascination. Il a réussi à faire venir Medvedkin à Paris. Est-ce que toi tu peux parler? J'ai rejoint Jean-Pierre Thorne à Flins, donc je ne pouvais pas être aux deux en même temps. Donc quand a eu lieu le 11 juin 68, on n'avait pas d'image, on avait quelques photos qu'on voit au début, et on a su qu'un chauffeur de taxi avait une caméra Super 8 et qu'il avait pu filmer ça. Et nos jeunes copains, c'est comme ça qu'on les a connus, les jeunes du groupe Medvedkin de Sochaux, ont dit ces images, elles appartiennent à la classe ouvrière, donc on va aller les chercher. Ils ont été voir le chauffeur de taxi, ils lui ont dit écoute, tu nous passes ton film Super 8 et puis on te le ramène. Et donc on a projeté le film Super 8 sur un écran et j'avais posé ma caméra sur pied, la caméra à 16, et j'ai filmé l'image, ce qui fait d'ailleurs ce changement de mouvement de lumière. À la fois de Medvedkin dans le groupe Medvedkin ou ton rapport à Medvedkin que tu as croisé? Medvedkin, je l'ai rencontré beaucoup plus tard. En fait, je me souviens, c'était en 77. C'est pas au moment où ils ont fait le film, j'y ai pas participé, le film Le Train en Marche. Et Medvedkin, Chris voulait lui montrer le dernier film qu'on avait fait, que j'ai réalisé d'ailleurs, puisqu'à l'époque je me suis retrouvé un peu seul, qui s'appelle Avec le sang des autres. Et donc, à Unicité, qui était la boîte du Parti communiste à l'époque, c'est assez curieux que Chris d'ailleurs soit venu là pour cette projection. Et il a amené Medvedkin, qui est venu voir le film. Et ensuite, Medvedkin, je l'ai invité à manger chez moi, et il m'a dit il faudrait couper, ce film est trop long. Et du coup, j'ai coupé, effectivement. Déjà, qui passe au bleu, qui revient. C'est parce que c'est une copie comme on n'en fait pas normalement, c'est-à-dire que j'ai filmé l'écran de la projection Super 8. Et on lui a rendu son film, et depuis, il sait que son film passe tout le temps, pas tout le temps. Chaque fois qu'il y a des images de mai 68, ces images sont vues, et donc je ne le connais même pas. Les jeunes ouvriers qui restent en contact avec eux Avec le chauffeur de taxi? Non, les autres, les jeunes ouvriers qui témoignent là. Non. Alors là, je vais te demander à Youssef, mais tu restes un peu aussi là. À Youssef de venir, parce qu'on va présenter le second film. Attends, je peux dire quelques mots, je suis désolé, par rapport au film. C'est intéressant parce qu'on voit aussi un des travailleurs qui explique un peu, les jeunes, il fallait qu'ils soient encadrés et tout ça. Et je me rappelle, c'était le débat qu'on avait à Claire Moulin aussi, un peu du sèche, sur la violence et tout ça. Et c'est pas parce que je fais de la propagande, c'est un film de propagande, j'en suis fier de participation dans le film, et puis je fais de la propagande. Mais il faut se rappeler que 6 ans avant, aujourd'hui c'est le 8 février, et c'était le 8 février 1962, 6 ans avant, Charonne, et quelques mois avant, le 17 octobre. C'est pour ça qu'on expliquait aussi à ces travailleurs qui, à un moment donné, disaient oui, mais s'ils ne sont pas encadrés. Mais aussi les jeunes, la répression, elle vient aussi en face. C'est ça que je voulais dire. Voilà. D'accord. Tu restes là.
Là, on va passer donc à Vedvedkin, qui a servi aussi un peu pour Chris Marker d'une certaine utopie cinématographique et politique. C'est-à-dire que 68 a redécouvert le cinéma des années 20, du grand cinéma